Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. La sortie de l'imam Mahmoud Dicko et la polémique déjà autour du projet de la nouvelle loi électorale, des thématiques qui vont occuper nos regards ce soir. Pour les aborder, nos invités, ils sont 4. Le premier, déjà, M. Amidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yelema. M. Doumbia, merci d'être avec nous. Merci, Barouk. Deuxième invité, Mohamed Alamine Dicko, lui également secrétaire politique, cette fois-ci, du parti RDS. M. Dicko, merci d'être avec nous. Merci à vous, Barouk, pour l'invitation. Troisième invité, M. Bagui Diarra, qui découvre en tout cas pour la première fois le plateau de cette émission Regard croisé. Il est vice-président du Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM. M. Diarra, merci d'être avec nous. À moi de vous remercier, M. Sylvé. Et c'est un plaisir d'être entre secrétaires politiques. Merci. Et le quatrième invité va incessamment nous rejoindre autour de ce plateau. Il s'agit de M. Mokhtar Sy, président du mouvement politique Les Engagés. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé, comme il sait le faire, l'imam Mahmoud Dicko vient de lancer encore une pique aux autorités de la transition en les qualifiant tout simplement d'arrogantes et par ricochet la classe politique d'inexistante et la communauté internationale d'orgueilleuse. Amidou Doumbia, cette sortie de l'imam Mahmoud Dicko, comment vous expliquez déjà le contexte? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte dans lequel l'imam a en tout cas lancé ce que j'appelle une pique? Oui, je pense que je vous remercie et je remercie tous les téléspectateurs de Renouveau TV. L'imam est intervenu dans le cadre du forum de Bamako, oui, dont le thème était sur la paix, je crois. Et il est intervenu pour clairement dire que c'était impossible de faire la paix, oui, en décrivant la situation, en disant que c'était difficile de faire la paix avec des autorités arrogantes. Il s'attaquait à la communauté internationale qu'il a traité de communauté orgueilleuse, de communauté orgueilleuse. Il a traité la classe politique de moribonde et une société civile inexistante. C'est son droit. Oui. Et en tant que personnalité publique, il a le droit d'opiner, de donner son opinion. Il était juste venu pour lancer ces deux ou trois phrases. C'est cette période, c'est cette phase qui a attiré l'attention. Oui. Sinon, il avait parlé un peu du socialisme qui était dépassé, du capitalisme qui était dépassé. Il a un peu parlé des doctrines dépassées et qu'on puisse s'adapter. Mais la leçon à retenir, c'est que aujourd'hui, à travers cette déclaration de Dicko, on se rend compte que quand même c'est une défaillance collective. Parce qu'il s'est attaqué à tout le monde. Oui. Mais même à lui-même, il pouvait s'attaquer à lui-même. Parce qu'il a eu à poser des actions que lui-même a considérées comme des erreurs. On a parlé des QG installés dans les mosquées, parce que tout le monde sait quand même que la mosquée, c'est la maison de Dieu. On nous a parlé à un moment de nommer un Premier ministre. Tout le monde sait que ce n'est pas le rôle d'un imam de nommer un Premier ministre. Donc, c'est une introspection. C'est vrai, la classe politique, ce qu'il a reproché à la classe politique, nous devons nous remettre en question. Les dirigeants aussi doivent essayer de cultiver un peu d'humilité. La communauté internationale de revoir, de ne pas se cantonner derrière des principes. Mais ce qui est important, il faut que chacun regarde de son côté et que nous nous corrigeons tous pour notre destin commun. Mais il ne s'agit pas pour quelqu'un de venir s'asseoir et donner la leçon à d'autres alors que lui-même il a besoin d'introspection. C'est ce qui nous permettra d'avancer et d'entamer ces phases avec beaucoup plus de sérénité. Ok, nous l'avions annoncé, il vient de nous rejoindre, monsieur Sy, vous êtes le président de la génération engagée. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Omar. Ok. Dicko, justement, nous savons que l'imam, c'est votre oncle. En tout cas, toute proportion gardée. Comment vous analysez déjà cette sortie de votre oncle, l'imam Dicko? Une précision familiale. Ça voudrait dire que Ibrahim Boubacar Keïta est l'oncle de tous les Keïta du Mali de mon âge. D'accord. Dans ce cas, je suis d'accord. Mahmoud Dicko serait mon oncle, effectivement. Maintenant, bon, je ne vais pas répéter un peu ce que M. Doumbia nous a dit. Le fait est que vous-même vous dites l'imam. Oui. Ce qu'on attend d'un imam, c'est peut-être de donner un avis de temps en temps sur certaines situations politiques qui vont toucher ses ouailles, toucher les pratiquants qui viennent dans sa mosquée. Maintenant, s'engager dans les activités politiques,
Là, il devient un politicien, ce n'est plus un imam. C'est un peu le problème on va dire, de bicéphalisme qu'on a avec l'imam Dicko. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, il a une casquette d'homme politique, demain, il a une casquette d'imam. Voilà, c'est compliqué à concevoir et percevoir. Maintenant, lui-même, exactement comme il a déjà été dit, c'est... Si le Mali et les autorités maliennes sont arrogantes, la classe internationale et la communauté internationale se retrouvent cantonnée dans son orgueil, oui. La chose qui est claire, c'est que lui, à travers tout son combat, il a lui-même affirmé et confirmé, il a désigné et soutenu Boubé, il a désigné et soutenu Boubou, il a désigné et soutenu Mokhtar Ouane. Oui. Il serait temps que lui-même il tire un bilan de ses propres erreurs. Il s'est oublié personnellement. Malheureusement, l'être humain est comme ça. On a tendance à enlever la paille qu'il y a dans l'œil de notre voisin et oublier la poutre qu'il y a dans le nôtre. D'accord. Donc, on peut dire que ces dernières années, ces conseils n'ont pas été très avisés pour la tenue et la gestion des affaires au Mali. Okay. Donc, le forum de Bamako, c'était le forum de la paix, oui. Et précisément sur l'implication et le rôle des femmes dans la paix. Maintenant, faire feu de tout bois et de toute occasion pour lancer ses pics et l'utiliser comme tribune, oui. Ça peut être discutable. Il est malien, il a le droit à la parole, il a le droit de donner ses opinions. Okay. Ça n'engage que lui-même. Ok. Monsieur Diarra, ces propos étaient nécessaires dans le contexte dans lequel ils ont été tenus? Je pense, M. Sidibé, que par rapport à ces propos, il y a, à mon avis, un manque d'opportunité. Déjà, même en écoutant mes prédécesseurs, on peut tout de suite se rendre compte que l'opportunité, en fait, d'une telle opinion, et surtout une telle opinion qui ne vient pas de n'importe qui, il s'agit donc du personnage de Mamadou Dicko, pour qui connaît tout ce qu'il a eu accompagné au Mali. C'est pas n'importe qui a parlé, donc c'est la question de l'opportunité, en fait, donc d'un tel discours. Quand on écoute son peuple, quand on regarde son peuple, parce que sa personnalité qu'il incarne aujourd'hui, on peut dire que c'est le peuple qui lui a conféré ça. Parce qu'il a été pendant un moment donné aux côtés du peuple pour ce combat. Et quand on écoute ce peuple-là aujourd'hui, je pense qu'il a plus besoin de stabilité. Et pour d'abord assurer sa survie, il a besoin de stabilité pour que les Maliens s'acceptent entre eux face aux enjeux principalement, je dirais même géopolitique. Ouais. Donc il y a l'inopportunité véritablement d'un tel discours. Et tous les qualificatifs, donc dans son opinion, je lui laisse la paternité de cela, mais je pense dans le fond qu'il y a une véritable inopportunité quand on regarde son peuple et tous les combats que lui il a pu déployer aux côtés de ce peuple-là. Ouais. Vraiment se retrouver dans un tel contexte et une telle opinion. Okay. Et on lui laisse la paternité encore une fois de tout cela. Okay. Avant de continuer, j'attire déjà l'attention du réalisateur que M. Diarra représente le Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM, et non le Rassemblement pour le Mali, RPM. La précision. Ok, j'avais pas fait attention. Hein. Oui, d'accord. Mais si nous sommes justement en train de débattre de cette sortie de l'imam Dicko. Comment vous avez accueilli en tout cas cette sortie de l'imam Dicko au niveau de la génération engagée? Alors, au niveau de la génération engagée, bon, pour nous, c'est carrément un non-événement. Oui. Je partage l'avis des autres sur l'opportunité. Pour nous, on a estimé que c'est quelqu'un qui a exprimé une opinion sur la conduite des affaires politiques par les autorités de la transition. Il n'a pas cité quelle autorité, mais il a quand même parlé de dirigeants. Oui. Donc je pense qu'il était nécessaire pour lui, dans sa déclaration, de clarifier. Après, je pense aussi que l'imam, c'est un citoyen comme un autre. Il a le droit, en fait, d'exprimer son opinion. Sauf que là, ça se passe dans un cadre extrêmement sensible pour le pays. Le cadre qui était déjà organisé, c'était un forum pour la paix. Oui. Quand on tient de tels propos, même si quelque part ça désavoue la classe politique, ça désavoue les dirigeants, ça désavoue même la communauté internationale, c'est-à-dire que celui qui a mené une lutte pour le changement depuis le M5 jusqu'à aujourd'hui, maintenant que la lutte a abouti à un coup d'État, il y a une rectification dans le coup d'État, oui. Donc on est dans un processus, il est resté silencieux, il a lancé quelquefois des pics, mais là aujourd'hui, quand il parle de ça, pour moi ça fait que bon, c'est un citoyen qui s'exprime
Et peut-être il se donne un rôle de sentinelle. Quand ça ne va pas, il doit parler. Mais en aucun cas, ça doit faire trembler la transition. Oui. En aucun cas, ça doit perturber le fonctionnement des choses, parce qu'on a beaucoup plus important à faire et beaucoup plus important à dire. D'accord. Amidou, en analysant le fond de cette sortie, l'imam, il s'adresse directement à la classe politique où il les appelle à un sursaut à la limite, hein, la classe politique, la société civile, il titille un peu même la communauté internationale. Est-ce que c'est une sorte d'appel à la révolte, à la limite, comme certains semblent le penser? Bon, pour moi, moi, je n'ai pas analysé dans ce sens. Ce que j'ai compris, il se positionne comme le défenseur des peuples. C'est-à-dire, pour lui, la classe politique a abandonné le peuple à son sort parce que... Oui, sauf qu'il a quand même bien fixé les caps, hein, que le peuple était pris en otage, il fallait le libérer. Oui. Par qui? Par la classe politique, la société civile, la communauté internationale. La dernière fois, quand lui, ça lui a semblé nécessaire de libérer le peuple, il n'a pas attendu la classe politique. Il l'a fait lui-même, il est allé sur le boulevard de l'indépendance. Donc ce rôle n'incombe pas seulement qu'à la classe politique. S'il veut le faire, je pense, le connaissant, je pense que le boulevard est bien libre. Et la manière dont il a procédé avec Ibeka, ce n'est pas la classe politique qu'il a dirigé là. On a pris l'habitude de tirer que sur la classe politique. C'est vrai, nous avons beaucoup de choses à reprocher à la classe politique, mais il faut que chacun balaye devant sa porte. C'est important. Et donc, même s'il y a protection du peuple à faire, ce n'est pas à la classe politique seulement de le faire. Et chacun peut jouer son rôle. Lui, il a alerté quelquefois, il a parlé quelquefois, mais bon. Pour nous, ce qui est important, comme l'a dit mon ami Mokhtar, c'est ce qui est devant nous. Oui. Aujourd'hui, nous avons des défis énormes à relever, nous avons des réformes à porter, nous avons besoin de nous entendre. Donc, chacun de nous pèse un peu ses mots et qu'on aille véritablement vers ce rassemblement qui peut nous permettre d'aborder cette phase de transition. Oui, mais est-ce que cette sortie de l'imam concourt à ça, à ces rassemblements, cette dynamique de rassemblement? Bon, la sortie en tant que telle, c'est dénoncer, de dire ce qu'il pense. Oui. Maintenant, c'est aux autorités de se mettre au-dessus. Vous savez, quand vous êtes vous occupez un poste de responsabilité et que même vous êtes acteur politique, vous devez accepter les critiques. Mais ces critiques ne doivent pas vous empêcher dans votre élan. Même si je suis à la place du président de la transition, du Premier ministre, rien ne m'empêche d'aller voir l'imam Diko la semaine prochaine, échanger avec lui et comprendre pourquoi il me traite d'arrogant, pour voir véritablement si j'ai des choses à corriger, je les corrige. Vous personnellement, vous pensez que nos gouvernements sont arrogants? Pour moi, si c'était une question fermée, par exemple. Pour moi, ils peuvent être plus humbles. Oui. Ils peuvent être plus humbles, surtout vis-à-vis des acteurs nationaux. Oui. Parce que il y a en quelque sorte, vous donnez raison à l'imam Diko. Hein? De toute façon, c'est-à-dire, pour moi, dans l'attitude peut être toujours corrigée. Oui. Il y a une classe politique qui se plaint des autorités parce que cette classe politique pense qu'elle est mise de côté. Oui. Il y a une partie aussi de la société civile qui se plaint des autorités. Il y a une partie de la communauté internationale, même si ça, ce n'est pas le plus important. Donc, ça veut dire que quand chacun se plaint de vous et qu'il y a même quelques personnes qui se plaignent de vous, vous devez faire votre autocritique et de voir, peut-être, s'il y a une objection, je devrais traiter cette objection et de voir ma posture et d'être encore plus humble. Même si je suis humble, je travaille à être beaucoup plus humble encore. Oui. En laissant le messager de côté pour décrypter un peu le message, est-ce qu'au fond, les messages de l'imam, quand il traite le gouvernement d'arrogant, la communauté internationale d'orgueilleuse, est-ce que vous pensez qu'il ne dit pas vrai? Non, pour moi, il ne dit pas vrai. Le message est comme un cheveu dans la soupe. C'est-à-dire, mettons qu'on laisse le messager de côté. Oui. Mais le message est dans un contexte. On ne peut pas l'enlever du contexte. Le contexte, c'est que nous avons un pays en lambeaux qui est sous embargo depuis des mois. Nous avons une classe politique qui parfois, d'un côté, a de gros problèmes avec les autorités. Une autre partie de la classe politique qui, elle, ne joue pas à la victime et justement s'implique dans la gestion, qu'on l'entende ou qu'on ne l'entende pas, qui fait les efforts qu'elle peut faire. On a une autre classe politique qui, au contraire, a totalement disparu. On a une société civile qui a 1001 problèmes, qui sont des réceptacles de partis politiques et qui n'existent pas. Là, vous donnez raison à l'imam Diko. Je ne donne pas raison au message de l'imam Diko. Oui. Le message de l'imam Diko... À la description qu'il a faite. Là, j'essaie de vous faire une description. Oui. Je vous peins un tableau du pays. Oui.
Et maintenant, il y a des messages qui apaisent et qui poussent à l'entente. Il y a d'autres messages qui poussent justement à se dresser les uns contre les autres. Ça, c'en est un. Et on n'attend pas ça d'un imam. Ça, il faut que ça soit extrêmement clair. On peut attendre ça, par exemple, d'un politicien. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi, je décide de me dresser de cette manière-là contre les autorités, ça n'étonnera personne puisque je suis politicien. Mais un imam est pour l'apaisement et l'entente. Mais traiter les autorités d'arrogantes, traiter la communauté internationale d'orgueilleuse, les partis politiques de moribonds, la société civile, dont lui, il fait partie en quelque sorte, d'inexistante, on se demande, mais finalement, quel est le message que le monsieur passe ? À part, on suicide tout le monde et on tue tout le monde avec une balle dans la tête. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme message ? Ou il veut faire entendre sa voix et montrer qu'il existe encore ? On n'a pas besoin de ce type de message. On sait qu'il est à Badalabougou et qu'il officie dans sa mosquée. Monsieur Diarra, le peuple doit se libérer, pris en otage par, en tout cas, un gouvernement arrogant, doit finalement se libérer. C'est le sens du message de l'imam Dicko. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il dit dans son message. Appel à la révolte populaire. Je ne dirais pas appel à la révolte populaire, mais je pense que quand on regarde ou on écoute le message, il cherche peut-être à ce qui est, si vous voulez, Doumbia a parlé tout à l'heure de présence au boulevard, mais tendance à ce qui est, en tout cas, une certaine activité, si vous voulez, et de la classe politique, de la société civile en face de ces autorités-là. C'est ce que je comprends un peu de son message-là. Mais là où je voulais quand même intervenir un peu, c'est qu'au-delà de l'inopportunité, il y a une véritable incohérence dans ce discours-là. Incohérence d'abord au niveau de ce qu'il appelle, je prends mot par mot, quand il parle d'une communauté internationale orgueilleuse, moi je ne vois pas en fait, je ne vois pas ça comme tel, je vois plutôt une certaine, si vous voulez, un certain opportunisme de cette communauté internationale et en premier ressort, si vous voulez, la CEDEAO vis-à-vis donc de la crise malienne, parce que quand on analyse un peu, on peut voir que ce n'est pas parce qu'en premier chef, la CEDEAO s'érige avec orgueil, mais plutôt que la CEDEAO a une autre approche que moi je qualifie en fait d'opportuniste par rapport à ce que quelques teneurs à ce niveau-là cherchent à faire. Et pour revenir à son mot arrogant, par rapport à nos autorités, peut-être que moi j'aurais appelé ça moi personnellement autrement, quoi, parce que l'arrogance dans la situation actuelle pour le Mali, à mon avis, elle est plus simple à circonscrire et elle est plus simple effectivement à améliorer. Et si les autorités étaient dans une dynamique où elles étaient en train de mentir, où elles étaient en train de jouer à la ruse, où elles étaient en train en tout cas de faire tout ce qui n'allait pas dans l'intérêt donc du peuple malien, oui, je pense que le mot en ce moment pouvait avoir plus de sens. Mais le mot arrogant, alors que le contenu de ce qui se fait n'est pas remis en cause, à mon avis, il est plus facile donc d'aller au-delà de cette arrogance. Okay. Pour revenir à la classe politique, ce qu'il dit de la classe politique, il y a également, comme je disais tout à l'heure, une véritable incohérence à ce niveau. Parce que pour que nous en soyons, disons, au 18 août 2020, c'est parce que quelque part la classe politique qui était là, qui était active, ne s'est pas suffisamment assumée par rapport à ce qui devait être sa mission, en tout cas dans sa grande majorité. Oui. Au-delà de ça, nous venons et donc dans les deux coups d'État, et même dans les deux coups d'État encore toujours, on voit cette classe politique-là qui aussi, avec une certaine partie, je dirais même, a contribué, si vous voulez, à servir de support aux sanctions internationales, notamment de celles de la CEDEAO. Si vous écoutez le communiqué final de la CEDEAO du 9 janvier, vous allez voir que les points relayés, notamment par une partie de la classe politique, je vais donc indiquer ici par exemple le cadre, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations qui reviennent là-bas, sur la base desquelles on va voir que la CEDEAO va simplement s'appuyer pour prendre donc des sanctions. Okay. Et donc quand vous voyez tout ça et que cette classe politique maintenant accepte avec mesure donc de donner une opportunité en fait de stabilité aux autorités pour qu'ensemble nous puissions avancer dans la plus grande sérénité, je ne pense pas que ce soit le moment d'appeler encore cette classe politique à adopter une autre posture post-sanction qui peut encore contribuer donc si vous voulez, à prolonger on va vous revenir, hein, monsieur Si, en oubliant le messager, comme on l'a dit, hein, la description faite par l'imam Dicko, est-ce qu'elle colle à la réalité d'aujourd'hui du Mali? Oui, s'il y a un constat qui est là, c'est que vraiment la situation générale est bien décrite par Dicko. Est inquiétante. Maintenant, des accusations, un tel fait ci, un tel fait ça, pour moi, ça ne nous fait pas avancer. Du message de l'imam Dicko, ce que moi je retiens, c'est la nécessité d'une remise en cause générale. C'est-à-dire que
tous les acteurs, que ce soit la communauté internationale, que ce soit la classe politique, que ce soit la société civile dont il fait partie, et je dirais même aussi de la classe politique, parce que la CEMAS est engagée en politique. Donc quelque part, si on est dans ce désordre-là, c'est parce que... L'imam n'est pas membre de la CEMAS. Oui, hein? mais il a un parti qui porte son nom. Donc quelque part, bon, moi je dis qu'il a quand même un pied en politique. On peut le dire, hein? Il ne faut pas avoir peur de le dire. Maintenant, je pense que si chacun jouait son rôle correctement, on n'en serait pas là. Et dans notre pays, on a tendance à toujours être dans l'accusation, dans l'invective. C'est contre-productif. Nous sommes dans un moment d'exception où nous avons besoin d'unité. Et je pense que le message de l'imam, si on peut tirer quelque chose de positif là-dedans, c'est la nécessité de nous remettre en cause, à commencer par lui-même, que chacun n'a qu'à rester dans son rôle. Si la classe politique fait son travail correctement, que l'imam officie dans sa mosquée, s'il a des soucis, comme Amidou l'a dit tout à l'heure... S'il vous plaît, est-ce que l'imam aussi n'a pas exprimé cette nécessité pour le peuple de se libérer de ces... Oui, il y a des instruments pour communiquer au peuple ce genre de message-là. Mais je pense que dans une tribune de la sorte, il est pour moi quand même contre-productif de parler de ça et de le dire de façon aussi crue, même si quelque part le constat est vrai que la situation ça ne va pas. Je pense que rien ne l'éloigne des autorités de la transition dont il parle. On sait qu'ils ont des contacts, on sait qu'ils se voient. Donc leur dire clairement, bon, monsieur le président de la transition, cette situation ça ne va plus, ça ne peut plus continuer, quelle solution vous avez? Monsieur le Premier ministre, nous avons remarqué ça, ça et ça dans la conduite de vos affaires. Et pourtant, vous étiez avec nous hier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc je pense qu'il pouvait quand même échanger en bilatéral ou en multilatéral avec ces dites autorités-là et nous faire l'économie d'une déclaration qui vient aujourd'hui, je pense, je ne dis pas faire trembler la transition, mais en tout cas qui vient inquiéter les gens sur les intentions de l'imam. Moi, je pense que sincèrement, cette affaire, c'est une déclaration d'une personne qui pense quelque chose. Il ne faut pas en faire plus que ça. Il n'y a pas besoin d'en faire plus que ça. Comme je l'ai dit tantôt, on a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Les défis sont nombreux, donc il nous faut avancer. Ok. Amidou, l'imam, en faisant cette déclaration à chaud, ne s'est pas quand même privé de se soucier pour son sort après cette sortie aussi. Oui, il savait que tout le monde, hein, quand tu critiques aujourd'hui la transition, tu sais à peu près ce qui t'attend. Mais nous aimons notre pays, et nous disons véritablement ce qu'on pense. Et l'imam a l'habitude de ces sorties. Pour qui se rappelle, je pense que on dit qu'il c'est lui qui a choisi le Premier ministre Mokhtar Ouane, mais bien avant que Mokhtar Ouane ne parte, il avait qualifié un moment de Premier ministre froid. Et il avait profité d'une tribune, je pense de la CODEM, pour dire cela. Et avant cela, il avait parlé d'un autre ancien Premier ministre, Boubou Cissé, qui avait amené des blindés en carton. Il a profité d'une autre tribune pour dire ça. Donc il profite des tribunes pour pouvoir faire passer ses messages. Il est assez stratège. Quand il parle de la communauté internationale orgueilleuse, il équilibre son discours. C'est pour équilibrer le discours. Il a donné la part des autorités maliennes, il l'équilibre. Donc c'est cet équilibre qu'il a cherché. Pour ne pas paraître comme il était à la solde de l'Occident. Donc en fait, il s'est soucié un peu de son sort. C'est pourquoi il a équilibré le discours. Il ne s'est pas seulement attaqué aux autorités de la transition, mais il a équilibré en s'attaquant un peu à la communauté internationale. Sinon, ce n'est pas assez cohérent de s'attaquer des deux côtés, mais quand même, il y a deux acteurs qui s'affrontent, il y a forcément quelqu'un qui a raison. Mais l'équilibre, c'est pour, bien évidemment, gérer l'après-discours. Et je pense que malgré l'équilibre cherché, ça suscite beaucoup de commentaires, c'est tout à fait normal, vu le rang qu'occupe l'imam et le rôle qu'il a joué dans le changement et dans l'avènement de ceux qui se sont fait appeler des rectificateurs. Je pense qu'il est dans son droit de parler. Ok. Est-ce que l'imam doit craindre pour son interpellation, par exemple, prochaine?
pour son interpellation. On a quand même vu, hein, l'organisateur, même l'initiateur de l'événement, il était mal à l'aise quand l'imam tenait le discours. Oui, écoutez, monsieur Sidibé, je crois que l'objectif est atteint, le buzz a été recherché et il est atteint, puisqu'on en parle et qu'on vient d'en parler pendant 30 minutes. Oui. C'est-à-dire, l'intention était là, profiter d'une tribune, faire passer un message avec un faux équilibre, exactement comme Doumbia est en train de vous l'expliquer. Parce que si c'était réellement un travail d'analyse objectif qu'il avait fait, il aurait parlé de l'implication des religieux dans le milieu politique et affairiste. Il ne l'a pas fait. Lui-même qui a soutenu des politiciens pour faire tomber d'autres politiciens, Nyoro qui soutient des politiciens de la même manière, il en aurait également parlé. Il n'a pas touché au milieu religieux. Donc déjà, on sent que il cherchait son buzz, il l'a atteint, on en parle. Maintenant, franchement, que les autorités du Mali s'occupent de ça et qu'ils commencent à convoquer l'imam pour ces choses-là, c'est encore lui redonner le devant de la scène alors qu'on a besoin d'être concentré sur d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Il y a par exemple des centaines de personnes qui sont en train de mourir à Ménaka, sous le coup de boutoir des terroristes et des groupes terroristes. Il y a énormément de problèmes dans le Gourma central, il y a énormément de problèmes dans les sécuritaires, il y a d'autres domaines. L'imam n'est pas une priorité pour les Maliens. C'est connu de tout le monde. Hein. Pour moins que ça, certains ont été interpellés sous cette transition. Est-ce qu'on doit aussi craindre pour le sort de l'imam Dicko? Lui-même, il a tenté de le prévenir. Hein. Tout à fait. Mais en fait, sous l'angle d'une lecture politique, moi je dirais que les autorités elles ne gagneraient absolument en rien donc d'avancer sur un tel terrain. Mais en revanche, je pense que quand on voit ce que l'imam a joué donc comme rôle, si vous voulez, dans ce changement là où nous sommes, je pense que avec ce retour d'information, parce qu'il est en mesure aussi d'écouter le peuple après une telle interview ou après déjà un tel message. Donc je pense qu'il s'y est maintenant pour lui et peut-être de changer d'approche dans la communication avec ses autorités, parce que chose que j'avais reproché et que moi-même je n'ai vraiment pas du tout compris de la part de l'imam, c'est que mener un tel combat jusqu'à ce que le régime tombe et que nous ne sommes pas encore organisés pour donner un contenant, pour donner un chemin de sortie à notre pays, que l'imam qui était le leader dise directement qu'il va à la mosquée et comme ça délibérément, et donc rien n'est en place et ça nous laisse dans un fourre-tout. Je pense qu'il s'y est encore une fois, à mon avis, d'essayer peut-être de redresser un peu dans sa communication avec les autorités, parce qu'aujourd'hui c'est encore une fois une personnalité importante dans ce pays-là et donc nous avons plus besoin de stabilité. Je pense que ça ne lui coûterait absolument en rien donc de changer d'approche dans la communication et de contribuer à cette stabilité pour le peuple pour lequel lui-même il dit se battre et se consacrer depuis toutes les années et que nous avions vu parfois, mais avec des incompréhensions ces derniers temps de ma part. L'imam, cette déclaration, est-ce que l'imam, il y a lieu de craindre pour lui? Il ne faut pas donner plus d'importance à cette déclaration qu'elle n'a pas. C'est-à-dire que moi je pense que les autorités ont beaucoup d'autres choses à faire. La justice est assez occupée par des dossiers beaucoup plus importants. Et je pense que ce serait une erreur de la part de nos autorités de consacrer du temps, de l'énergie et surtout de l'audience à cette affaire. C'est un citoyen qui s'est prononcé sur quelque chose. Ça a eu de l'ampleur parce qu'il a joué un rôle important dans ce processus. Bon, il faut laisser le message dans le contexte et puis avancer. Et pour construire, comme l'a dit Amidou, il faudrait peut-être l'approcher pour voir quels sont ses besoins et que si ces besoins sont objectifs et que c'est vraiment ça participe à améliorer le processus, il faudrait l'écouter, l'entendre et voir comment l'impliquer pour qu'on avance. D'accord. Amidou, déjà, on nous annonce déjà que c'est 4 juin, la CEDEAO va consacrer un sommet sur la situation des 2 pays à la limite conflictuelle, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée déjà. Pour le Mali, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet pour le Mali? Ce que nous attendons comme tout bon Malien, c'est la levée de ces sanctions. Oui. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir à ce niveau déjà? Oui, je crois bien. Bon, vous savez, quand une journée qui s'annonce bien, on commence à voir les prémices. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a quand même de l'espoir, parce que le sommet va être organisé sur le Mali. Il y a eu une médiation. Et les informations dont on dispose ça et là, ça veut dire que les positions commencent à se rapprocher. Et je pense que
cette fois-ci, si Dieu le veut bien, je pense qu'on va avoir gain de cause. Ouais. Maintenant, c'est travailler à l'après-levée des sanctions, parce qu'il y a des défis encore plus énormes, qui sont des défis d'ordre structurel, qui doivent être réglés et qui nécessitent à ce qu'on travaille à l'interne. Donc vous êtes en train de nous dire que selon vos informations, les sanctions seront levées au cours de ce sommet? Moi je l'espère, je suis un optimiste, surtout pour mon pays, je l'espère, je prie pour cela et j'espère que cette fois-ci nos prières vont être exaucées parce que nous le faisons pour notre peuple, nous ne le faisons ni pour les autorités, nous ne le faisons ni pour le Premier ministre, ni pour le président de la transition, nous le faisons pour nos populations qui souffrent. Et le peuple malien aujourd'hui s'est montré résilient pendant toute cette période. Il est temps que ça s'arrête et qu'on puisse lever ces sanctions pour le bonheur de tous. Ok. Comme Hamidou, vous vous attendez à la fumée blanche à l'issue de ce sommet? Tout à fait. 5 mois d'embargo, les résultats escomptés par la CEDEAO n'ont pas été atteints du tout. Le peuple malien n'a pas plié. Il a tenu malgré tous les problèmes et malgré même des problèmes des facteurs qui ne dépendaient en réalité même pas de l'embargo, comme par exemple l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, avec les conséquences sur tout ce qui est la crise des hydrocarbures et autres. Même en ajoutant tout ça, le peuple malien tient. Donc on a déjà démontré que l'embargo ne fonctionnerait pas et que la solution, elle est dans la négociation. Elle n'est pas dans la confrontation ni l'affrontement des peuples et des voisins. Maintenant, on a bon espoir et on pense que le 4, on aura la levée de l'embargo. Il ne faut pas que nos frères africains se mettent à répondre au téléphone qui sonnera de l'Élysée ou de Matignon. Et il ne faudrait pas qu'ils écoutent un peu trop les instructions qui vont venir de la France, comme ils l'ont fait ces derniers temps, qu'ils se ressaisissent un peu. Ok. Le sommet de tous les espoirs finalement pour les Maliens? Oui, c'est ce sommet-là et je pense qu'il est vraiment souhaitable, en tout cas, qu'à l'issue de ce sommet-là, la donne évolue. D'abord dans la levée des sanctions, ce qui est véritablement souhaitable, mais ce qui dans le fond, ce qui doit être pérennisé, c'est vraiment cette touche déjà de la part de nos autorités. Si vous avez fait attention, l'institution CEDEAO avait sanctionné le Mali, mais on ne savait pas encore, en tout cas, jusqu'à ce que le Mali ait commis le président Gnassingbé. On ne savait pas qui était derrière réellement pour en tout cas quand même soutenir une telle sanction. Et quand on voyait l'envergure injuste de ces sanctions et qui visaient le peuple et qui vraiment était intenable, encore une fois, cette résilience du peuple malien à saluer. Donc je pense que quel que soit l'issue de ce sommet le 4 juin prochain, cette touche de nos autorités doit se consolider et doit se poursuivre auprès de la CEDEAO. Et je pense que la CEDEAO, elle aussi, en tant qu'institution, gagnerait davantage à conforter ces procédures, notamment ces manières d'appréhender sur le terrain lorsque nous avons des situations qui entachent en fait l'exercice démocratique dans nos États. Donc j'ai bon espoir qu'à ce niveau également, au-delà de nos sanctions, que la CEDEAO, elle va très rapidement se ressaisir à ce niveau et permettre en ce moment avec nos autorités d'avancer au-delà des sanctions, travailler à apaiser davantage notre communauté et à consolider l'intégration qui est l'objectif même de cette institution. Hamidou, pas Hamidou, Mokhtar, déjà, vous partagez cette ambiance d'espoir? Oui, parfaitement, tout bon Malien le voudrait. La levée des sanctions nous permettrait vraiment d'avancer. Mais qu'est-ce qui vous fonde à croire qu'il y aura une levée des sanctions? Parce que je pense que les deux parties sont à bout. Chacune des parties a épuisé, je pense, toutes ses réserves. Et donc compte énormément sur ça. Quand on remarque même, je pense que des pays importants de la CEDEAO sont quand même en train de souffrir de cette sanction-là, de ces sanctions, de la mise en œuvre de ces sanctions. Et également, chez nous, même si certains refusent de le reconnaître, ça a quand même des effets négatifs sur nous, rien que le fait que ça puisse nous empêcher d'avoir une économie qui tourne normalement, de pouvoir ravitailler nos marchés, ainsi de suite. Donc ça, c'est des mesures qui vont nous permettre, la levée de ces sanctions vont nous permettre de pouvoir nous occuper d'autres choses. Maintenant, derrière, je pense que la CEDEAO doit absolument revoir son approche. Elle doit passer comme on le dit souvent, d'une CEDEAO
des chefs d'État, une CEDEAO des peuples, parce que c'est les peuples qui souffrent véritablement de ces sanctions-là. Et je pense que ça ne produit pas d'effet à la fin. On aura fait tout ça pour quel résultat? Parvenir à une levée des sanctions sans avoir obtenu le résultat qu'on cherchait. Parce que le Mali n'a pas plié, le peuple malien a décidé de s'inscrire dans une logique de résilience. Et je pense que les Maliens se sont impliqués pour cela. Les Maliens ont résisté. Donc ça va être une joie manifeste pour tout le monde de pouvoir... De part et d'autre, au Mali et au niveau de la CEDEAO. Donc maintenant, ça va aussi nous amener à réfléchir comment reconstruire nos relations avec la CEDEAO tout en respectant les règles qui régissent la présence des pays dans la CEDEAO. Donc ça, c'est vraiment important. Dans les perspectives des prochaines élections, les consultations sont en cours au niveau du Conseil national de transition en vue de l'adoption d'une nouvelle loi électorale. Déjà, à en croire certaines indiscrétions, le projet de loi est loin de faire l'unanimité. Monsieur Amidou, vous confirmez déjà que les opinions sont divisées autour de ce projet de loi? Je le confirme. Et je pense que c'était prévisible au vu de tout ce qui nous a amené vers cette lecture. Je vous signale qu'il y avait déjà un projet de loi électorale qui existait, qui avait été élaboré durant cette transition. Oui. Durant la première phase de transition, et avec l'actuel ministre de l'administration territoriale, il y avait eu un atelier qui avait travaillé sur un projet de loi électorale. Il y avait eu un autre atelier, un premier atelier qui avait dégagé les périmètres, un deuxième atelier avec une certaine, quand même, avec une grande majorité de la classe politique qui était tombé d'accord sur un projet de loi électorale. C'est quand l'actuel gouvernement est venu, ceux qui se sont fait appeler des rectificateurs, c'est quand ceux-ci sont arrivés, ils ont mis le projet de loi électorale qui était consensuel dans les tiroirs, la charte des partis politiques qui était consensuelle dans les tiroirs et a engagé un nouveau processus. Et le début de ce processus, c'est qu'il a amené son ministre de l'administration territoriale à organiser un atelier sur l'organe de gestion des élections. Et les conclusions de cet atelier étaient sans appel. La majorité de la classe politique et tous ceux qui ont participé à l'atelier ont conclu qu'il ne fallait pas mettre l'AIGE en place pendant cette période. Et je dis que Yelema était minoritaire ce jour-là parce que nous étions pour l'installation de l'AIGE. On a cru de bonne foi au Premier ministre parce qu'il nous disait que ses experts lui avaient dit qu'en quelques semaines, il pouvait mettre l'AIGE. Dieu faisant bien les choses, l'histoire a montré qu'il avait tort et que c'était une manipulation politique. Ensuite, après, lui-même, il a organisé son atelier sur l'AIGE. Il a décidé que ça va être mis en place. Ils ont organisé un autre atelier qui a abouti à ce projet de loi. Donc, quand on analyse le premier processus, le premier projet de loi qui a été adapté qui a été élaboré pendant la transition, a été boycotté par le M5. Donc, quand le Premier ministre issu du M5 est venu, c'est comme une sorte de revanche qu'il a voulu prendre sur l'histoire. Il a engagé un nouveau projet. Et ce nouveau projet aussi a été rejeté par une certaine partie de la classe politique. Maintenant, le dossier se trouve au niveau du CNT. Il faut saluer ici vraiment l'effort de la commission loi du CNT qui a tenu à écouter tout le monde sur ce projet de loi et qui, je pense, a fait le constat qu'elle ne fait pas l'unanimité. Sinon, le contenu du projet de loi, il y a beaucoup d'avancées dans le contenu, mais c'est la forme qui pose problème et qui divise, et quelques points qui divisent avec beaucoup d'intelligence. Il est fort probable que les positions puissent se rapprocher pendant cette nouvelle phase. Mais il faut le faire avec beaucoup d'intelligence pour qu'on puisse avoir un projet de loi consensuel parce que c'est ce qui garantit des élections stables, acceptées par tous. Monsieur Diko, quelles sont les innovations majeures contenues dans ce nouveau projet? Il y a des choses intéressantes, d'autres un peu moins, mais juste je prendrai 30 secondes pour apporter juste une petite précision sur l'historique que Doumbia vient de vous expliquer sur les rencontres entre les partis politiques, le ministère de l'administration territoriale. À la fin, après ces 3 ateliers, et à l'arrivée du Premier ministre Choguel Kokala Maïga à la primature, il a convoqué les partis politiques pour une rencontre au CICB. Et c'est là que les partis politiques ont été informés de la mise en place de l'AIGE, de l'autorité indépendante de gestion des élections, comme étant un processus irréversible,
contrairement à ce qu'on nous avait répété durant des mois, en nous parlant d'inclusivité, en disant que notre avis allait être pris en compte pour tout ce qui allait être fait. Or, exactement comme Doumbia l'a dit, la majorité des partis politiques ont participé à ces ateliers et étaient d'accord sur tous ces principes-là, de loi électorale, ainsi de suite. Mais l'AIGE, non. La majorité des partis politiques n'était pas partante pour justement instaurer ça et mettre ça en place avec tous les critères de transparence et d'honnêteté qu'on attendait de ça. Pas pendant cette transition en tout cas. Maintenant, pour revenir un peu à votre question, les innovations, il y a des choses qui, je pense que tout le monde apprécie et qui ont l'air pas mal, pour le moment en tout cas en théorie. Ça, c'est par exemple le vote électronique. Je dis bien en théorie, parce qu'il faut augmenter le niveau de sécurité électronique. Ça, c'est la première chose. Vu la négligence et la légèreté que nos fonctionnaires en général nous ont habitués. Donc là, ils aient un serveur et qu'ils faillent voter à distance. On aimerait bien avoir des assurances par rapport à ça et que ça ne fasse pas l'objet d'une fraude massive au moment des résultats. On a par exemple également ce qui est le scrutin proportionnel pour les législatives. Oui. C'est une innovation que, en tout cas, nous, au RDS, on trouve acceptable et qu'on trouve bonne. C'est-à-dire proportionnel par rapport aux circonscriptions, par rapport aux personnes et aux habitants. C'est assez correct. Comme aux élections communales, hein, déjà. Oui, justement. C'est assez correct. Maintenant, pour ce qui est le reste, il y a de fausses bonnes idées. Il y a par exemple l'idée du parrainage citoyen et politique. Le problème du parrainage citoyen et politique, ça a l'air d'être une très bonne idée. Mais le problème du parrainage citoyen et politique, c'est qu'au moment où on va arriver aux élections, si les autorités politiques les mandats politiques n'ont pas été renouvelés, les candidats n'auront pas de parrainage politique. Donc ils n'auront que le parrainage citoyen. Là, ça peut sembler être une fausse bonne idée. Donc ne dépendre que de ça. Vous avez également le mode de désignation qui pose un énorme problème. De désignation du Conseil supérieur de l'autorité. Oui. Nous, on ne comprend pas comment un Premier ministre va désigner 4 des membres du Conseil et le CNT, les 3 autres restants. Un Premier ministre, qui plus est chef de parti politique actuellement, c'est lui qui va désigner les 4 sur 7 des dirigeants de l'autorité. On ne comprend pas. Le CNT également, qui n'est pas élu, ce sont des personnes nommées, avec bien sûr tout le respect que je leur dois. Je ne suis pas en train de le dire pour les dénigrer, mais ils n'ont pas cette indépendance-là qui pourrait leur permettre, par exemple, de voter pour ou contre telle candidature. Eux, ils doivent désigner 3 personnes. On ne comprend pas. D'accord. Pourquoi les partis politiques n'ont pas leur mot à dire? On pourrait comprendre, par exemple, un membre désigné par le président, on pourrait comprendre des gens par la société civile, mais pourquoi un Premier ministre, chef de parti politique, va désigner 4 personnes? Monsieur Diarra, quel commentaire faites-vous de ce nouveau projet de loi en termes d'avancées et de faiblesses? Je pense que ce nouveau projet a beaucoup d'innovations de mon point de vue. Dont la principale, quand vous la trouvez, c'est vraiment l'EJ, c'est-à-dire qui fait partie, si vous voulez, des dispositions communes, mais c'est vraiment la principale innovation dans ça, que ce soit dans sa structuration, que ce soit en fait dans le choix de ses membres, que ce soit donc dans ses missions ou ses attributions qui sont là. Je pense qu'il y a une bonne idée là, mais il faudrait y travailler énormément dans la discussion avec intelligence pour pouvoir avancer. Et je pense que le CNT donne cette opportunité-là. Donc si le gouvernement vient avec en fait, des innovations qui expriment une réelle volonté donc, d'assainir et de consolider en fait, notre système électoral pour permettre à ce que nous ayons en fait, des élus avec légitimité, c'est ce qui consolide en fait, notre système démocratique. Parce que la pluralité démocratique n'est pas possible sans la légitimité en fait, des élus. Et en regardant ces innovations, vraiment la loi elle va dans ce sens. Mais l'autre point, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le CNT, qui ouvre ou qui donne également cette opportunité d'écouter tout le monde, et ça c'est une donnée extrêmement importante. C'est pour cela la lecture de cela. Et quand nous avions été, notre parti, nous avons été écoutés devant le CNT, une délégation était là avec même le président du parti, Dr Cheikh Moudou Diarra. Et c'est ce que nous avions dit effectivement au CNT là-bas. Nous avons exprimé notre entière disponibilité à pouvoir amener des
très bonnes idées donc, pour pouvoir faire avancer ces choses-là. Vous voyez par exemple, même dans les choix, quand ils disent le PM va amener donc 4 et le CNT 3 pour constituer cette commission, nous avons simplement proposé que cela puisse être amené au niveau de la Cour suprême, qu'on puisse permettre effectivement à la Cour suprême donc, de mettre en place ces 7-là. Et ils avaient dit également, si vous voyez les 9 qui vont constituer le collège, et ils avaient donné des profils là-bas, et je peux même citer ces profils, vous allez voir juristes, financiers, informatique et télécommunications. Nous avons dit à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on voit les compétences, on voit la probité donc des membres, et on fait en sorte simplement que dans leurs domaines respectifs, ils puissent effectivement servir à faire avancer les choses. Donc, de mon point de vue, à ce niveau-là, c'est que je mets l'autre chose qu'il faut éviter au niveau du CNT et pour toutes les parties prenantes, aussi bien CNT que les partis politiques ou la société civile qu'on est en train d'écouter, c'est la ruse. Vous voyez, en fait, la ruse est devenue, si vous voulez, le principal support pour mener la vie publique au Mali. Au lieu de travailler dans une intelligence collective, et chacun veut jouer dans une sorte de ruse. D'accord, on va vous revenir, Mokhtar, déjà. Est-ce que la génération engagée a un avis à émettre par rapport à ce projet de loi électorale? Oui, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit ici. Nous sommes parfaitement en phase avec. Il y a de l'innovation. Il y a aussi des failles dans la forme que nous avons constatées. Le manque d'implication des acteurs politiques que ça concerne en premier. Donc il faudrait, je pense que ce manque-là est en train d'être comblé par le formidable travail que le CNT fait. Je pense que le CNT est aussi dans son rôle. Des innovations telles que le vote électronique, également l'autorité, c'est bien, ça nous permet d'avoir vraiment un cadre électoral qui va nous assurer une bonne organisation des élections et qui va clarifier les rôles de tout et chacun dans le processus électoral. Nous, c'est ce que nous demandons parce qu'il s'agit de l'avenir des partis, l'avenir des élections dans notre pays, donc c'est vraiment important. Donc moi, j'aimerais quand même insister sur la nécessité de rendre ce processus encore plus inclusif. Parce qu'il y a des acteurs qui n'ont quand même toujours pas apprécié, qui ne sont pas en phase avec ça. Donc je dirais au CNT de continuer le travail. Au sortir du CNT, cette loi doit être quand même assez globale, assez efficace pour répondre aux attentes des Maliens sur des questions électorales qui, si elles ne sont pas bien maîtrisées par un cadre juridique efficace, va nous amener vers des crises. Et des crises, donc on ne va pas nous en sortir. D'accord. Voilà. Dernier tour de table, Amidou, sur la même question. Oui, pour moi, il y a quand même des avancées, il y a aussi des choses à corriger. Par exemple, le vote électronique, c'est une possibilité qu'on met. Ça ne veut pas dire que pendant les élections à venir, on va le faire. On dit que le vote peut être fait électroniquement. Oui. Donc pour moi, gouverner, c'est prévoir. On doit le mettre dans notre projet de loi pour qu'on ne puisse pas être amené à relire après. Le plafonnement de campagne, des fonds de campagne, c'est aussi quelque chose qui a été véritablement demandé par Yelema parce que nous voulons une diminution du poids de l'argent dans notre démocratie. C'est dans le projet de loi et je pense que c'est quand même une avancée. Ça va vraiment contribuer à assainir ce secteur, surtout qu'on peut contrôler. Il y a aussi le rallongement du délai par rapport à la convocation du collège électoral et le moment de faire des élections. Pour qui analyse les pratiques, on a plusieurs fois convoqué le collège électoral, mais le temps matériel ne nous permettait pas de l'organiser. Donc le fait que ça a été rallongé à 90 jours, c'est une bonne chose. La faiblesse, c'est qu'il y a d'abord, les acteurs politiques sont absents complètement du dispositif. Et que ce soit au niveau du collège, l'organe de l'AIGE, le collège, les partis politiques sont absents. L'organe exécutif, les partis politiques sont absents. Les organismes décentralisés, les partis politiques sont absents. Alors que les partis politiques, ils ont l'expérience d'organisation des élections, ils sont acteurs principaux du processus. Donc, à ce niveau, nous avons pour faire des propositions, pour demander à ce qu'il y ait quand même une possibilité pour les partis politiques de faire un contrôle a posteriori de la sélection qui va être faite au niveau du collège. Et aussi, le choix du Premier ministre, le fait que le Premier ministre choisisse 4, je pense qu'à l'unanimité, tout le monde trouve que c'est ce qu'on appelle de la ruse. C'est cette ruse qu'il faut corriger, parce que le Premier ministre n'a pas à donner
4 membres. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'on aille à 10 membres, 2 membres désignés par le président, 2 membres désignés par le président de l'organe législatif, 1 membre désigné par la confession religieuse, 1 membre désigné par le conseil de la magistrature, 1 membre par l'ordre des avocats, 1 membre des associations des droits de l'homme, 1 membre désigné par la CAFO. Ça, c'est ce qui était dans l'ancienne loi électorale. On a juste enlevé la partie opposition et majorité parce que la conjoncture nous amène à ce qu'il n'y ait pas d'opposition et de majorité cette fois-ci. Donc, même le parrainage citoyen, à ce niveau, c'est ce qui peut expliquer. Parce que quand on va organiser les élections, les élus seront pas légitimes parce qu'on a fait déjà 2 prolongations de la collectivité territoriale. Et les députés, on n'a pas de députés, on a des conseillers qui ne sont pas élus. Vous avez 30 précieuses secondes. 30 secondes que je vais tirer à 1 minute. Allez-y. Donc, juste une grande préoccupation quand même qu'il faut dire, on va profiter de ce plateau pour le dire. Cette loi électorale, elle est censée toucher à la Constitution. Avec le découpage électoral, avec le découpage administratif, la manière dont elle est proposée va toucher à la Constitution, à une révision. Bien sûr, cette Constitution devra également être validée, cette nouvelle Constitution. Donc en fait, ça va faire un peu le serpent qui se mord la queue. Quand on va présenter un chronogramme à nos partenaires de la CEDEAO et une feuille de route, que les autorités vont présenter ça aux autres Maliens, c'est un exemple que je vous donne, en disant que dans 3 mois, il y aura des élections. Si cette loi n'est pas en mesure d'être, et les organismes de l'AIGE ne sont pas en mesure d'être fonctionnels d'ici là, ça sera également encore une autre raison de repousser, de ne pas entrer dans les délais. D'accord. On a peur de cette ruse-là. Okay. On a peur de cette ruse-là. Et en tout état de cause, cette loi, comme elle l'est, pour nous, tout était déjà OK. On ne voit pas pourquoi la primature sort ça de son chapeau maintenant, à ce moment-là. Monsieur Diarra. Ok, merci bien Sylvie. Non, je pense que visiblement le lien donc de cette loi avec la Constitution est vraiment à consolider. Sinon, à défaut qu'il y ait un cadre juridique effectivement qui permette cela et de manière très cohérente et inclusive, nous permettant d'avancer. Et c'est en cela, je dis que le CNT, il a un rôle central et même, je peux dire que la réussite même donc de cette transition tient aux discussions en cours. Donc avec et les partis politiques et la société, je vais dire les forces vives autour de ces projets de loi-là, parce que ça va faire la colonne vertébrale, comme on dit régulièrement, en fait, de notre processus démocratique, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, mon point pour finir, nous, en tout cas, à notre niveau, c'est vrai que depuis 2 ou 3 semaines que nous avons quitté le CNT, on a une équipe qui continue effectivement donc, de travailler dessus. Donc, c'est cet appel-là à tout le monde de pouvoir donc s'impliquer dans ça pour travailler avec intelligence et dans la collectivité à nous doter ou à doter notre pays, en fait, d'un système électoral qui permette que nos voix ne soient pas spoliées et que nous ayons en fait une démocratie. Monsieur Si. Moi, je pense qu'il faut revoir les failles, comme on l'a dit, ne pas permettre, ce n'est absolument pas normal qu'un Premier ministre étant dans une mission gouvernementale puisse, par définition de l'exécutif, puisse choisir à lui seul 4 personnes. Et le président du CNT 3 personnes. Donc ça, c'est une faille qu'il faut absolument corriger. Au niveau de la génération engagée, nous avons décidé de faire carrément une séance de travail dessus et des propositions sur le projet de loi que nous allons soumettre bien évidemment aux personnes habilitées. D'accord. Et ensuite, demander au CNT de continuer ce travail parce qu'il faut que cette loi, ce projet soit adopté dans la plus grande inclusivité parce que le travail qui doit être fait nous permettra d'avoir un avenir plus serein parce que, je le répète, si on ne maîtrise pas ce processus, on retombera encore dans les crises. D'accord. Donc on a l'occasion de bien faire les choses, prenons le temps, faisons-les bien pour qu'on ne retombe pas dans d'autres crises qui vont faire replonger le pays. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Bagui Diarra du Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM, Hamidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yelema, Mohamed Alamine Diko, également secrétaire politique, mais du Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS, et Mokhtar Sy, président de la génération engagée. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro de votre émission Regard Croisé.